Luc Thomaset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro. On va parler avec toi innovation managériale, mais aussi conditions de travail, puisque tu es préventeur ergonome. Ça, c'est ton métier à la CARSAT Rhône-Alpes. Est-ce que d'abord, tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est qu'un préventeur ergonome ? Ma mission, ça fait 25 ans que je travaille pour essayer d'améliorer le bien-être et les conditions de travail de tous ceux qui œuvrent en entreprise au quotidien, 200 jours par an, pour qu'au bout de 42 ans de cotisation, ils partent à la retraite en très bonne santé. Ça c'est une belle intention et un beau Voilà. métier. Ergonome, ça fait penser à quoi ? Au travail, ça remonte aux conditions de travail, c'est ça ? C'est quoi l'origine du mot ? Ergonome, c'est l'étude du travail, littéralement. Et en fait, mon job, c'est d'étudier le travail pour essayer de le transformer et de l'améliorer, pour à la fois construire la santé des personnes, bien évidemment, mais aussi la performance de l'entreprise. Parce que le travail, c'est lui qui fait santé et performance. Le travail est le cœur du réacteur d'une entreprise. Et tu es aussi responsable de formation, c'est-à-dire que tu montes des modules de formation qui ont un lien justement avec la prévention des risques professionnels. Au sein de la CARSAT, il y a 2 branches, mais toi, tu es dans la partie prévention des risques professionnels. Voilà, exactement. Je travaille à la prévention des risques professionnels, qui travaille avec les entreprises du régime général en France. Voilà. Et donc, j'accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention. Et pour ma part, je suis plus focalisé sur comment transmettre des compétences aux dirigeants, à des animateurs en interne, aux écoles d'ingénieurs et de management, aux étudiants qui sortent de lycées professionnels, qui vont aller dans les entreprises du textile notamment, pour que les questions de santé au travail fassent partie de leur bagage, pour qu'ils puissent bien fonctionner ensemble et produire sans abîmer les personnes par le travail. Ça, c'est vraiment la ligne rouge et le fil rouge. Alors, on va parler un peu avec toi, parce que tu es à la fois un observateur, un partenaire et un expert de ces sujets, du projet Fidalex, un peu dans l'ensemble. Mais il faut revenir un peu plus haut, c'est-à-dire que la CARSAT est partenaire d'une plateforme, d'un projet qui s'appelle Elance. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le projet Elance ? Elance est un projet partenarial du coup né il y a une quinzaine d'années, du terrain, de travaux avec les entreprises. Et cette plateforme, elle a pour vocation de travailler, d'approfondir avec les entreprises les questions d'innovation pour transformer le fonctionnement des entreprises pour qu'elles répondent à leurs enjeux et à leurs défis. Voilà. Donc il y avait plusieurs projets qui ont été menés au fil des ans. Au fil du temps. Et du coup, la question, c'est comment on aide les entreprises à se transformer dans leur fonctionnement, d'où l'innovation organisationnelle et managériale qui fait l'objet du projet Fidalex. Et voilà, et ça est apparu il y a 3 ans à peu près avec l'appel à projet FACT. Qu'est-ce que ça veut dire FACT ? Alors le FACT, en fait, c'est un outil financier proposé par le réseau ANACT qui propose des aides financières aux entreprises qui innovent, voilà, globalement. Et donc, avec Elance, on a monté un appel à projet qui s'appuie sur ce levier financier FACT pour faire naître une quinzaine de projets innovants en Auvergne-Rhône-Alpes. Et la spécificité, c'est que on a misé sur des porteurs de projets, soit territoriaux, soit sectoriels, soit sur des thématiques, pour qu'ils puissent proposer à leurs entreprises adhérentes des innovations, de partir dans une démarche collective d'innovation managériale et organisationnelle. Et du coup, Fidalex, c'était un des projets qui est apparu dans ce cadre-là. Voilà, donc Fidalex est un des projets, comme on a des projets dans la robotique, on a des projets dans l'aide à domicile, dans le bâtiment, on a des projets dans tous les secteurs. Et là, c'était la filière textile. C'est comme ça que tu te retrouves. Et au départ, avec les différents porteurs de projets, tu es un peu un observateur. Comme on l'a dit, là, tu travailles sur la prévention, les risques professionnels, qui sont d'ailleurs pas simplement les risques psychosociaux. Souvent, on les associe, mais c'est un peu différent, un risque psychosociaux et risque professionnel. Alors, les risques psychosociaux, je dirais, le risque psychosocial est un risque qui est reconnu depuis pas très longtemps, qu'on appelait stress avant, au travail, et qui en fait est un des risques prioritaires rencontrés par les entreprises aujourd'hui. Donc, pour en citer d'autres, on retrouve les maladies professionnelles avec les troubles musculo-squelettiques, qui est numéro 1 au hit parade des maladies professionnelles. On va retrouver de l'accidentologie, du coup élevé dans certaines entreprises. On va retrouver des risques chimiques, du risque routier,
Voilà. Donc, les risques psychosociaux, c'est un des risques majeurs aujourd'hui en entreprise. Et qui touche toute la chaîne, du dirigeant jusqu'aux opérateurs, en passant bien sûr par les managers intermédiaires. On va regarder justement plus précisément. Donc, on va se plonger dans cette filière textile. Et donc, toi qui as observé tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, quels sont les 3 principaux ou grands défis ou niveaux de défis que tu as pu relever à travers ce projet ? Ce travail avec Unitex et la filière textile est le bienvenu parce qu'en fait, cette filière a, vu d'une manière globale, un défi globalement de relocalisation associé à de l'attractivité. Avoir de l'attractivité pour qu'on puisse avoir un travail attrayant pour les nouvelles générations, pour fidéliser, et en même temps relocaliser l'activité sur les territoires. Il y a des conditions aussi qui sont liées aux conditions de travail. Ça, c'est aussi des enjeux et des défis aujourd'hui. Quand on parle de l'attractivité d'un métier, ça veut dire qu'il faut le rendre aussi supportable, durable et agréable pour ceux qui viennent y travailler. Donc, c'est les conditions de travail, c'est ça ? Tout à fait. Alors, un niveau en dessous, pour répondre à ces enjeux d'attractivité et de relocalisation, il est absolument nécessaire de redévelopper un travail de qualité dans les organisations pour que ce travail puisse produire de la santé pour ceux qui le font et de la performance globale pour les entreprises, performance pour le client, performance pour l'entreprise pour sa pérennité, performance pour la société de par les impacts qu'elle a, et puis enfin, bien sûr, la santé des collaborateurs qui sont la force vive des organisations. Toi qui fais ça depuis plus de 25 ans, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui les conditions de travail, d'abord c'est devenu un vrai sujet pour tout le monde, et est-ce que ça a bougé, ça s'est plutôt dégradé, comment ça a évolué globalement ? Ça évolue globalement. Si on fait une histoire très rapide, on avait une accidentologie très forte avant, liée aux machines, à des conditions, aux manutentions, au déplacement. Ça a diminué, mais aujourd'hui on a atteint un palier. Donc il y a encore énormément d'accidents de travail tous les jours en entreprise, allant jusqu'au mortel, malheureusement, les incapacités, et puis des organisations qui ont de nombreux petits accidents qui viennent pénaliser son fonctionnement. Et puis ensuite, on a aussi en même temps les maladies professionnelles qui se développent, c'est-à-dire c'est une exposition lente et prolongée à des risques chimiques par exemple ou à des risques psychosociaux qui vont faire que du coup on va avoir des troubles psychosociaux après. Donc, il y a encore beaucoup de travail et pour ça justement, et c'est un des défis sur lequel on va un peu approfondir, c'est qu'il faut que ceux qui sont en situation d'écoute, d'encadrement, les fameux managers, puissent avoir peut-être des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes et que justement on fasse de l'innovation au niveau du management. Exactement. Du coup, l'enjeu qui va nourrir les 2 autres niveaux, c'est évidemment d'innover au niveau managérial et organisationnel pour permettre aux entreprises du coup, et aux acteurs internes et externes de l'entreprise, avec les clients, les fournisseurs, d'avoir des pratiques coopératives et une forme d'intelligence collective, entre guillemets, qui permettent de trouver de nouvelles manières de créer de la valeur, de répondre aux défis écologiques, environnementaux, aux défis économiques, de gestion, ou techniques aussi. Du coup, cette innovation, elle se fait avec qui ? Avec les managers, mais pas simplement. Elle se fait pour eux, mais avec qui elle se fait ? Alors, du coup, qui sont les experts qu'il faut associer ? La question centrale, c'est qui sont les experts qu'il est indispensable d'associer pour pouvoir créer de la valeur et trouver de nouvelles pistes de travail pour fonctionner. Les experts du travail, ce sont ceux qui le font. Donc, qui mieux qu'un dirigeant peut parler de son travail, qui mieux qu'un manager peut parler de son travail, qui mieux qu'un service méthode peut parler de la conception, mais qui mieux que des opérateurs de partout qui assurent la production du bien et du service peuvent parler de leur travail, des irritants qu'ils rencontrent, des pistes auxquelles ils pensent pour pouvoir l'améliorer. Donc si on ne les associe pas, il ne risque pas de proposer, de faire de grandes propositions. Donc le manager, pour finir, il a un rôle clé pour créer des espaces de dialogue pour permettre cette émergence d'idées, de résolution de problèmes et pour animer les collectifs humains pour créer cette valeur et ces solutions en fait. Ouais, ce qui est intéressant en fait, et puis toi qui fais beaucoup de formations, c'est que on le voit souvent
dans les programmes et on est sur l'enjeu et la question de la posture du manager. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, cette posture de manager, selon toi ? Alors, pour emmener ces fameux collectifs dans des espaces de discussion appropriés, il faut que le manager il puisse se positionner correctement. Tout d'abord, les managers sont beaucoup incriminés aujourd'hui. Ils sont on dit souvent entre le marteau et l'enclume. En fait, je pense vraiment que c'est pas cette approche qu'il faut développer. C'est plutôt une approche de se dire, les managers ont en eux-mêmes les questions d'humain et de travail. Ils ne sont pas en condition de pouvoir le développer. Donc, en fait, comment on peut leur permettre de révéler cette compétence, ce talent qu'ils ont en eux, qui est empêché. Voilà. Et donc, la formation, effectivement, est une voie royale pour essayer de les accompagner, de les aider à faire évoluer leur modèle managérial en passant d'un management plutôt prescripteur, contrôlant parfois. Il faut donner un cadre, ou il va plutôt donner un cadre et laisser les espaces nécessaires pour que les collectifs puissent avancer en autonomie, parce que les experts qu'on a vus tout à l'heure sont capables de décider, d'arbitrer ensemble, de prendre des orientations, bien sûr avec les managers, mais au plus proche du terrain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des managers, et puis, je veux dire, dans l'essence même du mot manager, il devrait y avoir tout ça. Comment est-ce que tu expliques qu'on est régulièrement comme s'il fallait inventer du nouveau management, des nouvelles postures, qu'on met des nouveaux mots, du manager coach, etc. Est-ce que c'est une évolution logique ou est-ce que c'est parfois un peu de marketing, ou comment on fait pour que ce soit durable et que ça s'installe vraiment ? Alors avec le management, c'est comme avec l'environnement, le green ou le social aussi pour la santé au travail. Il y a du washing à tout va. Pour le management, c'est la même chose. Cependant, clairement, il faut améliorer l'environnement, il faut améliorer le social et il faut faire évoluer le management. Donc comment le faire, ce management ? Du coup, la posture vraiment qui évolue selon moi, c'est qu'on passe à un management, aujourd'hui on est dans un monde complexe où il n'y a pas de personnes qui ont les solutions toutes seules. Donc c'est comment on arrive à créer des dynamiques qui permettent de traiter les problèmes et faire remonter les problèmes et de prendre des orientations ensemble pour donner du sens. Les jeunes ont beaucoup besoin de donner du sens à leur travail aujourd'hui. Donc ce sens, c'est le manager qui va le susciter et le faire venir. Donc en fait, le manager devient un acteur qui est au service du travail, d'un travail de qualité pour le client, pour l'entreprise, pour les bénéfices, pour les salariés, et au service de ses équipes. Voilà. Donc ça change la posture. Ouais. Il devient un acteur qui se met au service de ses équipes et qui n'est pas simplement quelqu'un qui descend des informations et qui les vérifie. Mais tu disais aussi, et il ne faut pas l'oublier, qu'il est souvent entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre soin du manager. Alors souvent, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont de plus en plus soumis à une forme de contrainte, etc. Comment est-ce que le manager prend soin de lui aujourd'hui ? C'est une question difficile. Donc la question, c'est comment je peux moi-même accompagner de la coopération des pratiques. Si moi-même, je ne suis pas. En fait, la question, c'est qu'on peut travailler hors entreprise, je dirais, des aspects individuels où on peut progresser personnellement sur différents sujets. Mais je dirais que ça ne fait pas partie de l'entreprise, cette affaire-là. Par contre, dans l'entreprise, c'est quelles sont les conditions qu'on crée pour que les managers puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et ne pas tomber dans les pièges. Et on s'aperçoit que les managers mis dans certaines organisations, on peut les renouveler. Les pratiques qui en ressortent sont les mêmes. Quand même Exactement. Donc en fait, c'est plutôt sur ce système qu'on va agir, et c'est là que l'action Fidalex est remarquable, puisqu'elle va proposer dans le manifeste 10 pistes pour que du coup on puisse proposer de faire évoluer le cadre d'intervention des managers. Justement, ça m'amène à ma question qui est dans ce projet Fidalex, dont je rappelle que tu étais un partenaire, mais il y avait d'autres partenaires avec Fidalex. Tout à fait. Alors, dans le projet Fidalex, derrière, il y a le réseau Elance, du coup, et c'est la CARSAT, le réseau Aractanact, et puis l'État avec la DRETS. Et au départ, on avait aussi des partenaires privés qui participaient au projet. Donc là, aujourd'hui, on a eu des évolutions. Mais c'est vraiment un projet partenarial. Et le projet Fidalex, du coup, est appelé à se reproduire. On l'espère. Et en tout cas, il y a
comme livrable, parce que c'est important aussi, quand on a une expérimentation comme ça, d'avoir un résultat, un fameux manifeste dans lequel il y a 10 points. Sur ces 10 points du manifeste, de ce sort de livre blanc, qu'est-ce que tu retiendrais, toi, comme élément principal, si tu devais insister sur un point? Alors bien sûr que les 10 points ont toute leur place, mais il y en a un qui me semble très important, c'est celui des dynamiques relationnelles. C'est-à-dire que si on part du principe aujourd'hui, ce ne sont pas les robots, c'est pas les procédures, c'est pas l'IA qui toute seule va pouvoir faire fonctionner les entreprises. C'est qui le chef d'orchestre où se joue le pilotage des entreprises dans leur fonctionnement? C'est les collectifs humains animés par un chef d'orchestre qui est le manager, que sont les managers. Et donc là, c'est clé de travailler ces dynamiques relationnelles, donc travailler le dialogue. Dans ces espaces, on va favoriser des dialogues avec des personnes qui pensent différemment, qui ont des points de vue contradictoires. Et c'est une chance, puisque grâce à ces points de vue contradictoires, au lieu de s'opposer et puis d'essayer que tout le monde pense pareil, on va plutôt essayer d'écouter des points de vue contradictoires pour s'enrichir soi-même. Et ensemble, on va trouver de nouvelles voies que personne n'était capable de trouver tout seul. Si on devait garder, et ce sera le mot de la fin, un conseil, tu donnerais quel conseil à un dirigeant qui veut s'inspirer de ces nouvelles pratiques ? Le conseil, c'est surtout de ne pas avancer seul et de rejoindre des collectifs de dirigeants, des collectifs d'entreprises qui essayent d'avancer sur le même chemin pour qu'on puisse benchmarker ensemble, mais aussi s'enrichir, s'inspirer et puis aider chaque dirigeant, chaque entreprise à trouver sa voie parce qu'il n'y a pas de standard dans les manières de transformer son organisation. Eh bien, c'était très clair. Merci beaucoup à toi, Luc Thomasset, d'être venu nous raconter ce regard d'observateur. Bonne continuation dans ton activité. Merci beaucoup.